Hey guys, pour tout le monde, je vais vous présenter quelqu'un que je respecte beaucoup, une des personnes les plus brillantes que je connais dans mon entourage. Il s'appelle Jean-Pierre Sabah Afaki. C'est le cofondateur de chez Midi Alpha. Midi Alpha, comme j'aime ça bien l'introduire comme il faut parce que c'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Mais Midi Alpha, guys, vous allez comprendre, c'est le Uber des prises de sang dans la grande région de Montréal. Puis je vous explique. Donc, comme Uber, tu vas avoir des infirmières, tu vas avoir des patients, puis Midi Alpha est au milieu en train de matcher pour pouvoir fournir ce service de santé, de prévention, surtout dans les prises de sang, mais tout ce qui est lié aussi dans le domaine de la santé à domicile. Est-ce que je connais bien ça? Avoue que je connais. Je dois dire que tu n'as quasiment pas le choix. Honnêtement, justement, juste pour la raison que on a des relations, donc j'ai pas le choix de bien connaître l'introduction, non, entre autres, le business model de Midi Alpha. Midi Alpha, ça fait 3 ans que je suis dedans. Ouais, exact. 2017. Ouais. Ça va? Ça va super bien. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Hey, sérieux, c'est moi qui te remercie, Ray, pour de vrai, parce que le Yellow Seat, là, ça fait quelques fois que je vois ça. Je ne suis pas souvent sur les médias sociaux, mais je suis sur les médias sociaux parce que des fois, je prends le temps de regarder Yellow Seat. Puis, je trouve que tu fais vraiment un bon job, puis tu as apporté beaucoup de monde. Super intéressant, diversifié. Tu challenges beaucoup le marché, puis c'est vraiment le fun. Donc, ouais. Merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Non, ça fait plaisir. Puis définitivement, tu étais dans ma liste d'invités. Dans quelle séquence allait venir, c'était vraiment essayer de se plugger, avancer. Puis aussi, on se comprend, côté pandémie, c'était pas évident. Mais attends, j'essaie de penser, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu. On se parle assez souvent, une fois par semaine au moins, on s'échange. Oui, exactement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas. Oui, je sais, on avait l'habitude de se voir, prendre des cafés, tout ouais. ça, donc c'était un peu compliqué. Là, maintenant, on a fait des tests, donc on sait qu'on est négatif. Donc on exactement. aujourd'hui, c'est correct. Exactement. Il y a une personne qui m'a influencé du côté. Non, je dirais pas ça influencé. Ben, on en a discuté, les tests rapides. Ouais. Super intéressant. Ça, on pourra en discuter peut-être dans un autre segment, sinon je vais vous présenter ça comme il faut. Mais comme je vous disais, guys, JP, c'est une personne que j'ai beaucoup de respect pour toi parce que du moment qu'on s'est connus, où est-ce qu'on est rendu maintenant, il y a une relation d'affaires ça a commencé avec une relation d'affaires, mais qui a évolué une relation amicale, même vraiment plus que ça, parce que on se voit maintenant à des barbecues, des trucs comme ça, puis on a une bonne chimie. Nos familles, nos femmes aussi s'entendent super bien. Puis le knowledge que tu as comme entrepreneur, je trouvais que le monde doit apprendre à te connaître. Ils doivent savoir c'est qui cette personne-là que moi j'ai rencontrée, que j'ai ce grand respect pour. Comme je dis. Fait que parle-moi de toi un peu. Introduis-moi c'est qui JP à la base? Wow. À vous, hein? On va commencer avec ça. Jean-Pierre Sabah Afaki, merci beaucoup pour le temps que vous prenez à écouter ce podcast jusqu'à la fin. Prenez le temps de mettre like, prenez le temps de le share. Ça ferait vraiment plaisir. Like et subscribe. À Ray qu'à moi. Mais en fait, moi, je suis un microbiologiste à la base. J'ai grandi à Annecy. Je suis un gars de Montréal. J'ai vécu sur le plateau par la suite. J'étais beaucoup dans l'événementiel. Pourquoi, je ne sais pas, parce que je suis microbiologiste. À la base, je suis quelqu'un de super gêné. Travaillais vraiment fort à vouloir changer ma personnalité pour pouvoir devenir quelqu'un qui devenait plus extraverti. Puis éventuellement, j'ai juste pris le virage à me dire il faut qu'on trouve des solutions à certains problèmes. Donc, je me suis dit qu'on allait commencer à faire des investissements au niveau de... Tu peux continuer, vas-y. Ouais, au niveau des affaires. Donc, on a commencé à regarder un peu comment le marché boursier fonctionnait. On a regardé comment le marché immobilier fonctionnait. On a regardé comment le système de santé fonctionnait. Puis, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que j'avais des grands rêves d'atteindre différents niveaux dans la vie puis de pouvoir aider les gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'étais à l'université... j'avais terminé comme microbiologiste. J'ai travaillé dans un laboratoire privé qui s'appelait MDS Pharma dans le temps. Ça a fermé. Mais j'ai travaillé 3 mois. Puis par la suite, j'ai eu l'opportunité d'être à mon compte par coïncidence là, pendant l'événementiel. J'étais allé dans des clubs quand j'étais plus jeune. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit hey, ça tenterait-tu de venir avec tes amis? Parce que tu as l'air d'être un gars qui est cool, qui connaît beaucoup de monde. Puis que tes amis sont vraiment respectueux. Puis ils viennent au bar. Puis ça fait des chiffres pour le bar. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit tant que ça, mais il m'a dit, je pourrais te donner un pourcentage, puis en même temps, pour chaque personne qui vient, je pourrais te payer. Là, j'ai dit, c'est comme ça que ça marche, là? Puis là, je te parle du point de vue business, parce qu'on parle un peu de business, mais
c'était ma première introduction à de la business. Puis j'ai dit, je fais juste faire ce que je fais déjà, mais je vais avoir des revenus pour faire ce que je fais. Donc, je vais continuer à Sure, why venir, not? puis je vais me faire payer, puis c'est tout. Il me dit, ouais, exactement. Je dis, hey, c'est fantastique. Je dis, mais pourquoi tu es prêt à faire ça? C'est parce que, il dit, ben, c'est parce que si tu me fais gagner, je te fais gagner. Ça devient win-win, puis on peut avancer comme ça. Si je peux faire ça jusqu'à quel. Si je peux faire ça à l'infini, il me dit, c'est win-win. Tant que ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pour moi, let's go. Donc, c'était ça ma première introduction. 3 mois plus tard, j'ai lâché ma job. Puis après ça, je suis parti à mon compte. Tu vois, c'est surprenant parce que je viens d'apprendre quelque chose de toi. Je savais pas que tu étais en événementiel avant ça. Pour moi, t'as toujours été dans le domaine de la santé, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais j'étais microbiologiste. Parallèlement à ça, je faisais des investissements sur la bourse. Puis je travaillais à MDS Pharma, comme je vous dis. MDS Pharma, c'était le fun, mais c'était pas super payant. Puis dépendamment des objectifs qu'on voulait financer, à la base, j'étais encore au niveau, je pensais beaucoup à vouloir avoir beaucoup de temps puis beaucoup de revenus pour pouvoir avoir une liberté de faire ce que je veux. T'sais. Mais en fait, je n'avais pas vu que l'événementiel allait venir. C'est venu à moi. J'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça pendant quelques années. C'est là que j'ai déménagé sur le plateau. J'ai pu avoir la chance de pouvoir être un peu plus dans le monde, dans ce monde-là. C'était pas un monde, en fait, qui est super excitant, pour être honnête avec toi. Dépendamment de notre background, les valeurs sont pas super le fun, des fois, dans le sens que c'est une personnalité. Là, c'est des personnalités, il faut tout le temps être à l'extérieur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, puis ça a passé du temps avec du monde qui veut le boire. Les gens avec qui que je connaissais sont un peu plus matures, un peu plus vieux. Puis ça tournait tout le temps vers des gens qui étaient plus jeunes. Je trouvais ça pas vraiment fun. En réalité, j'ai comme eu un déclic un moment donné où j'ai dit on va arrêter tout ça. J'étais dans un événement, on organisait, on était rendu à un moment donné où on amenait des artistes un peu internationaux, plusieurs artistes de différents pays. Puis on louait carrément les places, puis il y avait comme 1000, 2000 personnes, whatever. Et c'était vraiment le fun. C'était bien comme truc. Puis les clients que nous, on apportait avaient un certain standard de qualité. Puis il y avait des autres promoteurs qui avaient des standards un peu moins différents. Puis c'est pas pour enlever rien aux autres personnes, mais c'est juste que à un moment donné, j'étais en train de regarder de la musique, j'écoutais les paroles des chansons, puis je voyais la personne qui était sur le stage, j'étais convaincu qu'elle ne savait pas ce qu'elle disait. C'était une chanson de Pitbull. Et, Pitbull? Peut-être, whatever. Et finalement, quand j'ai regardé, j'ai dit, c'est sûr qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit, mais si elle savait ce qu'elle disait, elle ne dirait pas ces mots-là. J'ai dit, c'est fini. Puis j'ai rappelé le propriétaire le soir, j'ai dit, ciao, bye. C'est fini. J'ai tout arrêté là. Puis that's was the end. Puis rendu là, après ça, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire de différent qui aurait vraiment un impact à long terme. Encore une fois, coïncidence, mon oncle, Dr. Afaki, c'est un cardiologue vraiment, 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 vraiment bon. Excellent. En fait, cardiologue / acupuncteur. Donc, il ne voit pas la vie comme le reste des gens parce qu'il fait des traitements là, hallucinants. Puis comment il gère sa médecine, c'est hallucinant. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui. On a monté un programme de prévention cardiovasculaire qui s'appelait BMC Cardio dans le temps. On voulait avoir 500 membres pour le programme. Ça a pris 4 mois, on a eu 500 membres. Puis après ça, ça roulait. Donc, le désastre de ça, c'est que ça m'a rendu un peu paresseux parce que j'étais capable d'avoir les résultats qu'on voulait en peu de temps. Puis ça fonctionnait super bien, honnêtement, comme programme. Mais la chose que ça a fait, c'est que mon oncle est un excellent médecin dans sa nature. Acupuncteur, il y a des gens qui viennent de Chine pour étudier sa façon de faire l'acupuncture, c'est spécial. Mais l'infirmière qui était avec lui, là, je vais te laisser parler dans 4 secondes, mais c'est l'infirmière qui était avec lui. Elle a fait toute la différence dans sa pratique médicale. Puis c'est vraiment l'infirmière, puis il pourrait le dire lui-même. Donc, c'est pour ça que là, j'ai été accroché par les infirmières, puis the rest is history. Puis je n'ai jamais lâché les infirmières jusqu'aujourd'hui. C'est la semaine des infirmières cette semaine. Oui, exactement. J'ai vu ça passer. La semaine des infirmières. Dernièrement, j'ai été autour des infirmières. Je vais pouvoir en discuter peut-être un peu après. Vous allez voir, j'ai trouvé ça. Les infirmières, on en doit beaucoup. Je pense qu'on n'en donne pas assez. Puis je comprends pourquoi. Des fois, il y a des cas dans les nouvelles ici que je trouve que peut-être le gouvernement, il y a peut-être un manque de respect quelque part. Tu comprends, discuter après. Juste pour revenir à ce que tu disais, je vois vraiment si je suis dans le champ parce que dernièrement, j'ai commencé à faire beaucoup à cause d'un nouveau client. J'ai fait beaucoup d'éducation. Il faut que je m'éduque pour vraiment comprendre vraiment comment j'allais chercher mon marché cible. Je fais du marketing comme vous le savez. Ton oncle avec l'acupuncture, est-ce qu'il y a des liens avec la médecine interactive? Integrated Medicine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? OK, Integrated Medicine, puis ça, c'est un sujet que moi, j'ai commencé plus à m'éduquer dessus.
parce que j'ai eu des discussions avec des docteurs qui viennent de Philippines. Puis, j'espère que je n'ai pas magané le terme, mais la médecine je vais rechercher pour ça. Interactive Medicine, dans le fond, c'est beaucoup en lien avec la prévention. La prévention de vraiment, avant de prendre soin de soi, avant que vraiment ça devienne une problématique. Puis je sais que dans ce type de médecine, il y a l'acupuncture. Mhm. Parce que dès que tu commences à... Même avant l'acupuncture, je pense que tu fais ça. Est-ce que tu fais ça parce que tu as genre le besoin ou tu le fais peut-être avant? Tu peux faire les deux. OK. C'est très préventif. Je ne suis pas un expert d'acupuncture, ce serait plutôt mon nom qui répond ça, mais tu peux faire de l'acupuncture en prévention, mais tu peux aussi faire de l'acupuncture pour traiter beaucoup de choses. Ben, OK. Donc, tu peux faire les deux. C'est vraiment préventif et curatif. Fait que c'était juste genre la parenthèse que j'avais parce que je sais que je suis beaucoup dans ce domaine-là dernièrement, puis je vois ça. Je suis comme OK, puis tu comprends en discuter sur qu'est-ce que ça en est parce que ça implique beaucoup de la prévention. Puis avec toi aussi, moi j'ai beaucoup appris au sujet de la prévention. Un proverbe que, admettons, une directrice de vente que j'ai eue là, longtemps, lorsque j'avais une job, j'étais employé, elle disait comme tu ne veux pas installer un alarme de feu après que ta maison a passé au feu. 100%. Puis, qu'est-ce qui est quelque chose que j'ai appris beaucoup de toi, c'est la prévention derrière les choses. Mettons, encore là, on parle de prise de sang. Moi, on est tout au courant c'était quoi la prise de sang, mais quand je commençais à en apprendre beaucoup plus sur ça, je trouvais ça intéressant, qu'est-ce que ça pouvait faire encore là, vraiment de être alerte de son corps, essayer de comprendre qui on est, puis rendu à un certain âge aussi, de prendre ces décisions-là, où est-ce que, tu sais quoi, dès que je peux détecter quelque chose dans mon corps, où est-ce que peut aller, a besoin de vraiment de se faire regarder, ben j'attends pas que vraiment, admettons, la tumeur est là ou n'importe quoi. Ouais. Je prends vraiment ces mesures-là. C'est quelque chose que je détiens beaucoup de notre relation qu'on a bâtie derrière ça parce qu'il a fallu que beaucoup aussi, que moi je rentre dans ce game-là de la prévention. Mhm. Puis, quand je suis rentré là, j'ai remarqué qu'il y en a très peu de personnes qui sont dans ça, dans la prévention. Comme c'est tout le temps comme je vais aller voir le médecin dès que je suis malade. Oui, effectivement. Et pourquoi pas éviter le médecin en prenant des mesures avant tout, vraiment qui vont vous permettre, vraiment, personne ne veut aller chez le médecin, personne ne veut aller à l'hôpital. C'est pas le meilleur endroit là, où aller. Là. Mais sinon, c'est quelque chose que toi, comment tu vois ça, la prévention aussi au Québec? L'idée, c'est que de nature, on n'est pas habitué à faire attention pour on est souvent réactif dans la vie en général. On a beaucoup de choses à faire, on est occupé. Puis pour ça que ça fait partie du cœur de la mission aussi. Là, je ne veux pas faire un plug de Média Alpha, mais de faire le service à domicile. C'est que dans notre vie de tous les jours, maintenant avec la COVID, on est pas mal à la maison, mais je veux dire, dans la vie en général ou avant COVID, ou même encore des fois maintenant, faire une prise de sang, c'est pas quelque chose que personne pense. T'sais, le sang, comme n'importe quoi, quand on le sent pas, on n'a pas l'habitude de réagir. Mm-hmm. Donc, notre sang, il roule, mais sauf que pourtant, on peut apprendre tellement de choses avec notre sang. 70% des diagnostics passent par l'analyse sanguine, déjà en partant. Donc, par contre, on ne le sent pas. Même si on fait du cholestérol, on ne le sait pas. Même si on a un prédiabétique, on ne le sait pas. Pourtant, puis tu sais, on parle de prévention, mais pourtant, si on prenait le temps de faire une analyse sanguine une fois aux 6 mois, on aurait la chance de pouvoir attraper les choses beaucoup plus tôt puis être préventif par la suite. Parce que si on sait, par exemple, que le sucre, le HbA1c, qui nous permet de voir le taux de sucre moyen dans les 3 derniers mois qu'on a. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faker puis dire je vais aller chez le médecin, je vais faire attention, je ne vais pas manger pendant 48 heures quasiment. C'est juste pour dire que j'aurai un sucre qui va être parfait. Je ne vais pas faker, c'est 3 mois. Right? Donc, en ayant cette valeur-là, on peut le voir si la personne est prédiabétique. Donc là, après ça, une fois qu'on fait ce genre de test puis qu'on le prend, là, on a le choix de voir est-ce que je vais faire attention, je vais faire plus de sport? Est-ce que je vais faire attention à mon alimentation? Est-ce que je mange beaucoup de carbohydrates? Est-ce que je mange beaucoup de fruits? Est-ce que je devrais prendre plus de légumes? Est-ce que je devrais prendre plus de poissons? Est-ce que mon cholestérol est élevé? Je devrais peut-être réduire les viandes rouges. Donc, ça permet de faire des choix beaucoup plus jeunes parce qu'au bout de la ligne,
La résultante, c'est que si on ne fait pas, ben, on va avoir peut-être du diabète. Le diabète, ça nous amène des médicaments, ça ne tente pas plus. Ça nous amène des complications au niveau de la santé, ça amène des chances d'avoir des. Toutes les difficultés, tout le monde les connaît, les conséquences. Mais c'est pas tellement compliqué de faire attention. Par contre, un des plus gros problèmes, parce que moi, je suis facteur, je vis ça, j'ai la chance d'avoir des infirmières qui peuvent venir à la maison, c'est exactement ça. J'ai pas le temps. Je suis occupé comme entrepreneur, je me lève avec entrepreneurs et parents. On se lève le matin, on s'occupe des enfants. Après, il faut préparer le lunch, il faut préparer la bouffe, il faut amener les enfants à l'école. Après, on a le travail, toute la journée. En plus, comme entrepreneur, on travaille le soir, on travaille la fin de semaine. On travaille comme tout le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire, parce qu'on est en croissance, c'est le fun. Mais en même temps, après ça, on veut prendre du temps avec la famille. Après ça, il faut prendre. Donc, à la fin de la journée, mon sang continue à rouler, ma vie continue à rouler, mais ça ne veut pas dire que le sucre n'est peut-être pas en train de monter. Donc, l'idée de pourquoi on voulait faire le service à domicile, c'est que pendant que je suis en train de faire le déjeuner des enfants ou que les enfants sont en train de manger, ça prend 5 secondes. Honnêtement, une infirmière à domicile, ça prend moins de 10 minutes. Exactement. Elle vient à la maison, elle fait les prélèvements, on s'en va pendant que les enfants mangent, puis j'ai la chance de continuer mon train de vie qui est occupé, mais en même temps avoir la chance d'avoir le statut sur ma santé pour que je puisse continuer ce train de vie. Parce que sinon, tôt ou tard, c'est comme une bombe à retardement, puis quand ça va, si on ne le sait pas, c'est pire. Si on le sait puis on ne fait pas attention, c'est une autre chose. Mais si on ne le sait pas, puis on n'a pas pris le temps de regarder, puis que ça nous tombe dans le visage, ça, c'est vraiment pas cool. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir l'accès à ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est pas juste quelque chose pour la mobilité. Tu sais, les gens en mobilité réduite, c'est déjà un super cool service, mais d'avoir la mentalité de faire de la prévention pour monsieur, madame, tout le monde, je pense que c'est bien. Et ce qui est le fun, par contre, c'est que le gouvernement va dans ce sens-là. Avec toutes les nouvelles directives du M3S, de prendre les pharmacies et de leur donner la capacité de faire des suivis de maladies chroniques pour les gens qui ont des médicaments, mais qui va éventuellement laisser beaucoup plus d'espace pour les suivis avec des médecins pour faire de la prévention ou faire de la prévention avec les pharmaciens ou avec les infirmières. Ça s'en va dans cette direction-là. Nous, on est déjà bien placés dans cette direction-là, mais je suis content de voir que c'est une direction que le monde prend ou que le gouvernement prend parce qu'à la fin de la journée, ça coûte beaucoup moins cher au système de santé. Mais justement, c'est beaucoup mieux pour les gens. C'est dans le meilleur intérêt du gouvernement de même inciter un type de service de prévention parce que, justement, on va réserver nos lits d'hôpitaux. Ça a été vraiment une grosse discussion par rapport avec cette pandémie. On n'a plus de lits d'hôpitaux. Mais, admettons, si tout le monde prend des mesures vraiment préventives de pouvoir, éviter de se retrouver, de prendre, on va dire, cet espace-là, que quelqu'un d'autre en a besoin beaucoup plus. Je suis totalement d'accord, vraiment, pour cette direction que le gouvernement veut inciter ça. Mm-hmm. Puis moi, pourquoi je veux peut-être discuter, avoir ce sujet-là, parce que j'ai toujours été une personne qui a pris vraiment des mesures préventives vraiment pour m'occuper de ma santé. Moi, mon objectif, là, je veux atteindre le 100 ans. Puis, dans le fond, gars, moi, qu'est-ce qui me motive, c'est que mon grand-père est décédé à 91 ans. Puis, c'est nice parce que je trouve que, il en a vu des choses. 91 ans, t'as presque fait un 100 ans. Moi, je cheerais pour lui. Là, je suis comme, j'espère qu'il va se rendre à 100 puis après s'éteindre parce que là, t'as fait un exploit. Je me dis comme, tu sais quoi, c'est lui qui l'a fait ça, je vais aller plus loin que lui. Mais pour que je me rende plus loin que là, qu'est-ce que je dois faire? Je pense pas que je vais commencer à prendre mes pilules à 50-60 ans. J'aime mieux que pendant que je suis en bonne forme, à 20 ans, à 30 ans, prendre des décisions maintenant, faire tout ce que je peux pour que mon système soit encore rose à l'intérieur. Et de cette façon-là, je dois atteindre cet objectif de vie-là. Puis je pense que c'est juste genre moi qui veux juste voir plus de choses, aller plus loin, être plus en forme, être plus... Dans mes médias sociaux, j'en parle beaucoup. Oui, mais c'est un mindset. C'est un mindset, puis en même temps, ça change aussi beaucoup de choses dans la vie de pouvoir faire ça. Puis c'est pas que la prise de sang va changer la vie, mais tu vois, le mindset que toi, depuis que je te connais, tu prends tout le temps de faire du sport, tu prends tout le temps... mais tu as déjà développé ces habitudes que même avec la famille, tu vas être capable d'organiser, de trouver du temps pour ça. Puis ça c'est super pertinent parce que non seulement ça fait en sorte que tu as beaucoup plus d'énergie, mais comme plus qu'on avance, plus que généralement on est supposé être un peu plus fatigué, mais c'est pas nécessairement vrai. C'est faux. C'est une question des habitudes de vie qu'on prend, puis qu'on va être capable d'avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de persistance, beaucoup plus de résilience, autant mentale que physique, plus qu'on avance dans les années si on fait attention. Donc, c'est juste une meilleure qualité de vie. Il n'y a comme pas rien de négatif à faire ça. Tu ne peux pas trouver un argument négatif à faire attention, à être préventif, dans le domaine de la santé du moins, puis probablement dans plusieurs autres domaines.
Donc, le fait que tu fasses ça tout le temps, là, au contraire, j'en parle souvent, là, c'est super inspirant de voir que tu prends le temps de faire ta business puis de trouver du temps pour ça. Puis, good job pour ça. Là, Thanks. Mais tu sais, juste avant même d'avoir ce podcast-là, j'allais faire pour que je me sente, parce que dernièrement, tu sais, j'ai des coups de fatigue, mais pour éviter, mais tu sais, vraiment pour contrebalancer la fatigue que j'ai, puis ça peut être un peu ironique de dire ça, mais je pousse mon corps à transpirer, fait que je m'en vais faire des courses juste avant ce podcast-là. Je suis allé courir 5 km dans les bois. Tu es dans la nature, ça te fait du bien, tu reviens ici, puis honnêtement, ça coupe toute la fatigue. Je me sentais, genre, vu que ces derniers jours, je sais que j'ai des petits downs juste de pas morale, mais juste d'énergie. Moi, ça m'a réveillé. Fait que je me dis, comme, tu sais quoi, on va faire le podcast, je veux être allumé, je veux être, tu sais, moi encore, je veux pas me retrouver, parce que j'ai fait un appel dernièrement, puis l'énergie, tu vois, je me forçais, là, à être enthousiaste, dans le fond, tu ne l'es même pas. Mais en ce moment, je le suis. Je le suis. Mais non, exactement. Puis je trouve que, tu sais, les liens que je veux faire avec ça par rapport à ça, c'est que moi, j'en ai fait une thèse, une prise de sens à la maison aussi. L'infirmière est venue, puis j'ai trouvé super cool. Parce que quand j'ai reçu mon résultat, je regardais ça, j'essayais de lire mon bilan. Je suis comme, est-ce que je suis en santé? Je suis en santé. Je suis comme, ah, OK, good. Puis quand mon docteur me dit, comme, ouais, vas-y, tout est beau. Tu sais, même je trouvais, tu sais, je consomme un peu plus d'alcool. Mais il me dit, comme, non, il n'y a pas de problème, là. Puis c'est nice. Parce que là, au moins, tu as cette tranquillité d'esprit-là que, OK, ben, je peux continuer peut-être ce que je fais sans me sentir que je fais quelque chose de mal à mon corps. Parce qu'encore là, le pire, c'est se retrouver à un hôpital. Ou est-ce que. Puis ça, c'est quelque chose que j'encourage tout le monde. Genre, tu veux pas aller à l'hôpital. Tu veux pas te retrouver à prendre des pilules. Toi, est-ce que tu prends des médicaments, non. Est-ce que tu prends des vitamines, je voudrais dire? Des vitamines, oui, de temps en temps. Quel genre de vitamines? Des trucs normaux, là, comme des multivitamines, des oméga 3, des trucs comme ça. J'en prenais beaucoup plus avant. J'en prends un peu moins ces temps-ci, mais j'en prends quand même. Évidemment, la nourriture qu'on mange, on fait attention pas mal aussi là, à ce qu'on fait. Donc, ça balance beaucoup, parce qu'évidemment, on a beaucoup dans la nourriture. C'est juste que, moi, je crois que des fois, prendre une supplémentation, ça vaut la peine. Mais ça, c'est chacun leur école de pensée. Mais moi, je crois vraiment que ça vaut la peine de pouvoir faire ça. Attends une minute. C'est comme ça. Ah, OK. Parfait. Oui, donc c'est ça. Chaque personne a leur école de pensée. Moi, je crois que dans ce contexte-là, c'est sûr qu'il faut avoir avec les limites raisonnables, mais c'est bon d'en prendre plus. Donc, de temps en temps, oui, je fais ça. Moi, quelque chose d'autre que je voulais aborder avec toi, parlons de business, vraiment entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose aussi que on veut vraiment beaucoup éduquer sur des pratiques à prendre. Puis, je voudrais parler de la relation que j'ai avec toi, comment on s'est rencontrés, parce que j'ai partagé ça avec Alec de Kid. Ça, c'est genre, il n'est pas là aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas là dernièrement, mais il est là en homme. Il va le rire, celle-là. Mais il est là en homme, puis quelque chose, c'est quelqu'un que j'essaie je mentor pour vraiment, prendre comment tu vas vraiment te lancer en entrepreneuriat, des trucs comme ça, puis je fais beaucoup référence à la relation que j'ai avec toi, dans le sens que comment on a bâti, qu'est-ce qu'on a bâti, où est-ce qu'on est rendu maintenant. La première chose, c'était, on s'est rencontrés sur LinkedIn. True, vrai. C'est toi qui m'avais écrit. Ouais. Comme, hey, j'ai vu ton profil. Fait que, guys, mettez vos LinkedIn à jour. Vrai, ça c'est vrai. Parce que ça crée des relations. Tu m'avais écrit sur LinkedIn. Je suis comme, hey, ton profil, il ressemble à vraiment quelque chose qu'on recherche. On s'est rencontrés à un café. Ça, c'était en 2017. Ouais, exact. Puis là, tu me parlais vraiment de Midi Alpha. Hey, comme on est en train de faire ça, on veut commencer on veut avoir une stratégie, là, quelque chose. Là. Puis j'ai aimé les valeurs. J'ai aimé les valeurs derrière vraiment ce que, toi comme personne, mais aussi qu'est-ce que la business pourrait amener de plus. J'ai toujours senti le besoin, vraiment comment je pourrais en rendre donner à d'autres personnes avec ce que je fais. Mm-hmm. Puis travailler, être dans un environnement où est-ce que tu peux éduquer et sensibiliser au sujet de vraiment comment prendre mieux soin de soi-même. Quelque chose que moi, j'essaie tout le temps de faire, que je partage tout le temps dans mes médias sociaux. Ben, je suis comme, OK, ben ça serait une façon vraiment de le faire. Puis c'est là que je pense qu'on avait commencé cette relation-là, où est-ce que
encore là, c'est une relation essayer de faire une collaboration, mais qui a évolué vraiment à l'amitié derrière ça. Parce qu'on s'est bien entendu dans plusieurs facettes de la vie, autant que ce soit de la business, la prise de décision, le marketing, l'entrepreneuriat, mais aussi les valeurs amicales, familiales, personnelles. Puis je trouvais ça intéressant, vraiment de pouvoir partager cette expérience avec quelqu'un que moi, déjà là, on se rencontrait sur une plateforme de médias sociaux. Des années plus tard, on se retrouve ici en faisant un podcast. Puis en maintenant cette relation-là qui a évolué beaucoup plus qu'une relation de business. Mhm. Puis toi, tu en as eu beaucoup de ces types de relations. Je sais que comment tu gères ces relations? Est-ce que tu peux dire que ça a été une relation unique qu'on a bâtie ou tu en as d'autres aussi que tu vois qu'ils ont évolué derrière ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, dépendamment de comment on voit la vie, puis tu vas comprendre ma réponse, mais dépendamment de comment on voit la vie, puis comment on veut construire notre business, il y a tellement de différents modèles d'affaires, right? Uh-huh. Tu sais, on peut aller voir des investisseurs, puis aller voir des anges investisseurs, ou on peut aller voir des VC, puis lever de l'argent, puis monter une startup qu'on veut avoir un unicorn. C'est possible aussi. On peut vouloir faire quelque chose où on va juste être très autonome. On peut vouloir construire une équipe, puis tu sais, juste avec une croissance où on va réinvestir nos profits, qui est un peu plus organique, où on peut avoir un contrôle beaucoup plus important sur les choix qu'on veut faire. Right? Donc, c'est toute une question d'options. Nous, dans le fond, Media Alpha, de la manière qu'on l'a construit, ma partenaire puis moi, on a vraiment basé sur certains principes de base, des valeurs de base qui sont orientées. Puis certaines choses, c'est vraiment des relations fortes avec les gens avec qui on veut travailler. C'est des relations fortes avec nos employés. On est à l'écoute de notre monde. On prend les décisions ensemble, mais en équipe. Donc, ensemble, ma partenaire puis moi, mais en équipe, parce qu'on a des feedback meetings, parce qu'on veut améliorer les choses en fait avec l'équipe. La famille, dans les compagnies, tous les gens qui travaillent avec nous, s'ils ont des choses familiales, tout le monde s'organise pour supporter la personne parce qu'on sait que la famille, c'est comme super primordial. Comme récemment, quelqu'un nous appelle dimanche soir, je ne peux pas entrer, quelque chose pour ma mère. À la base, elle allait rentrer, finalement, elle dit dernière minute, je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui a embarqué, pas de problème, I have your back, puis elle est allée. C'est vraiment ça, right? Donc, l'idée, c'est que ça dépend de ce qu'on veut construire. Ça va dépendre aussi comment on va avoir le style de vie qu'on va retirer de cette business. Encore une fois, tous les modèles sont bons. Il y a des modèles où on va être comme 100 000 à l'heure, 365 jours par année, parce qu'on veut devenir le unicorn qui va être le next whatever, qui va faire X nombre de chiffres d'affaires. Ou on veut développer une business où on va avoir un certain chiffre d'affaires qui va nous permettre d'avoir une certaine qualité de vie, mais en même temps de pouvoir atteindre la mission qu'on veut atteindre. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que dépendamment de quelle mentalité qu'on veut, on va développer des relations qui vont être différentes aussi sur la façon qu'on va négocier les choses avec chacune des personnes ou comment on va traiter la relation avec chacune des personnes. Dans notre livre à nous, comme toi, tu fais partie des meubles. Tu es là, on s'entend ensemble, on a des belles relations ensemble, on peut te faire confiance, tu travailles bien, évidemment, mais je veux dire, on sait que on parle avec Ray, ça va fonctionner, on va le faire ensemble, on va avoir une bonne relation, on peut se challenger. Tu es à l'écoute, tu ne prends pas une position que OK, moi, je sais que tu connais 1000 fois de choses de plus que moi, mais tu sais que j'ai une tête dure des fois. Donc, tu vas me challenger. Donc, c'est super important, right? Puis, on essaie de faire ça avec tout le monde parce qu'on trouve que ça va aider beaucoup plus. Encore une fois, on est dans le domaine de la santé avec un domaine où on a beaucoup d'infirmières. Les infirmières sont tellement importantes, mais tellement soit sous-utilisées, soit sous-estimées parce que autant que j'aime les médecins aussi, mais c'est tout le temps comme dans la mentalité au moment où on se parle, il y a beaucoup de hiérarchie. Mm-hmm. Puis moi, j'ai les hiérarchies. Je dis pas ça de façon négative, de dire que j'ai les hiérarchies, mais comme il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, est-ce que tu aimes ça que je t'appelle boss? Look, c'est toi, moi, on se parle, puis c'est correct, right? L'idée de croire que telle personne est mieux que telle personne à cause de son titre, je ne crois pas à ça non plus. Je suis microbiologiste à la base. Je ne suis pas un gars qui a étudié dans le School of Business. Mm-hmm. La compagnie, on progresse vraiment bien. On a des relations, puis les gens qui travaillent avec nous, ils aiment travailler avec nous, puis on a de la croissance, on a des relations de plus en plus avec des compagnies, des gouvernements et tout ça. Ça va, right? Mais encore une fois, dans un esprit où tout le monde se met ensemble. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas un domaine où on est en train de vendre. La santé, c'est pas un domaine où je vends un verre en plastique et je veux vendre combien d'unités de verre en plastique. Je ne suis pas en train de dire combien de bouteilles de je ne sais pas quoi je vais vendre. Pourquoi, encore une fois, puis ça, je fais une tangente, là, mais
pourquoi je pense qu'il y a tellement de changements dans le système de la santé qui, en ce moment, peuvent mettre les infirmières dans une position où ils sont fâchés ou frustrés ou se sentir utilisés. Puis j'ai déjà entendu une personne qui est très proche de moi dire qu'on est comme des tapis welcome, qu'on peut marcher sur nous. C'est parce que, oui, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, donc je ne peux pas juger sur les décisions qui ont été prises. Je crois qu'il y en a que je suis d'accord, puis il y en a que je suis complètement en désaccord. Mais encore une fois, dans le contexte, il y a tout le temps le fait qu'à la fin de la journée, il y a un sens énorme de responsabilité dans le cœur des infirmières que pour eux, c'est une vocation parce qu'il y a des patients au bout de la ligne. Puis les patients, ils ont leur maladie qu'ils ont, puis ils s'attendent pas à ce que, puis ils s'attendent à ce que quelqu'un s'occupe d'eux, puis qu'ils ont besoin d'eux, ils sont comme dépendants d'eux. Donc l'infirmière, elle peut pas juste partir comme ça. Donc c'est un poids hyper psychologique de dire, si je m'en vais, cette personne-là va peut-être mourir à cause de moi, parce que je serai parti. Mais de l'autre côté, je ne peux pas accepter ce qui m'arrive. Donc là, elle est comme entre l'arbre et l'écorce. Désolé. Donc pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est pas facile pour eux. Puis de l'autre côté, je connais beaucoup de médecins. J'ai dans le passé, entre-temps, là, entre le programme de prévention aujourd'hui, j'avais aussi des cliniques médicales. On avait 50 médecins, 3 cliniques, blablabla. Donc j'ai une très bonne relation avec beaucoup de médecins. Je les aime beaucoup. Mais le système est fait que les médecins ont un certain statut, puis après ça, tout le monde va venir en arrière. Puis c'est pas moi qui le dis, j'ai des médecins qui me le disent. Donc pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je veux mettre du négatif sur les médecins, ils font un job incroyable aussi. C'est juste que les infirmières ne sont pas traitées au même standard qui devrait être traité. Donc pourquoi je reviens à ta question? C'est qu'à la base, c'est une question de relation. C'est une question de comment on traite l'humain, parce que c'est comme ça que ça devrait être à la base. Puis par la suite, si l'infirmière est contente. Donc, moi, c'est la prémisse que je dis à toutes les infirmières qui viennent travailler avec nous. C'est quoi que tu recherches? Parce qu'on croit à la flexibilité, parce qu'on a une conciliation travail-famille à prendre en considération. Il y a des familles qui sont simples, il y a des familles qui sont complexes. Il faut prendre ça en considération. Il y a un côté financier qu'il faut prendre en considération, parce que des fois, on peut être parental. On peut avoir un mari, mais des fois, le mari peut avoir un bon job, ou des fois, il va avoir un moins bon job, ou des fois, il va perdre sa job, ou surtout avec COVID, c'est compliqué. Donc, il faut être capable de concilier avec ça. Il faut être capable de voir où la personne veut voir son cheminement dans le temps de sa carrière. Donc, il faut prendre ça en considération, parce que si l'infirmière, elle est heureuse dans son travail, puis elle va faire une bonne job. Mm-hmm. Si elle fait une bonne job, ben, c'est le patient qui en bénéficie. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération, mais ça se part par le fait qu'il faut les considérer, parce qu'en ce moment, juste les nouvelles lois qui ont passé, là, ça a l'air con, mais l'arrêté ministériel qui a passé là, le 26 mars. Est-ce qu'on en parle de ça? Ça ne me dérange pas parce que autant je crois. Ça, je vais parler longtemps, mais tu vas me perdre. Mais ça, j'espère que ça va intéresser des gens. Là, mais je pense que c'est pertinent ça parce qu'on a eu cet échange-là par rapport à exactement ça, avec la vidéo aussi de l'infirmière qui. Oui, exactement. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Mais tu sais, il y a certaines choses qui sont mauvaises, à mon avis. Puis encore une fois, je ne suis pas là pour prendre les décisions pour les CIUS et tout ça, mais pour le vivre sur le plancher. J'ai mon point de vue sur les problématiques que ça apporte, puis les solutions qui auraient pu être données. Mm-hmm. Puis par coïncidence, souvent je fais ça par fun ou par pensée, mais je dis ça ne fonctionnera pas, c'est ça qui va se passer dans quelques semaines. Puis souvent, c'est ça qui arrive comme changement. Donc, j'ai pas de misère à parler de ce genre de trucs. Puis si ça peut aider, ça aidera. Puis s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ben mettez des commentaires. C'est bon pour le podcast. Donc, c'est correct. OK? Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que il y a des changements de loi qui ont été faits, temporaires, mais qui ont fait vraiment mal aux infirmières. Puis c'est vraiment pas cool parce que, tu sais, un exemple simple, dans l'arrêté de 2021-017, ça voulait dire qu'il voulait limiter le potentiel de contagion. Prémisse super correcte. Ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens se promènent d'établissement à un autre parce qu'on veut éviter que les gens puissent emmener la COVID d'un endroit à un autre. Théoriquement, super correct, right? Ça a du sens. Ça a du bon sens. De l'autre côté, on comprend qu'il y a des zones vertes, des zones jaunes puis des zones rouges. Donc, de passer d'une zone verte, travailler dans une zone verte, une zone où il n'y a pas de COVID, aller travailler dans une autre zone verte où il n'y a pas de COVID, il y a probablement des choses que je manque dans le dessin, mais logiquement, tu passes d'une zone
safe, à une zone safe, de vert à vert. Il ne devrait avoir aucun OK? problème. Il ne devrait pas avoir tant de problèmes que ça. Si je travaille dans une zone rouge, Ça je va devrais en aller vert. dans une zone rouge, puis là, je serais d'une zone à problème à une zone à problème. On s'entend? Fait que c'est comme tu restes Donc, dans le neutre, là. Il n'y a pas. Si je m'en vais de zone rouge à zone verte, je devrais avoir un problème. Parce que là, je peux potentiellement apporter la COVID dans une zone où il n'y en avait pas. On s'entend? Donc, ça, c'est pas correct. C'est théoriquement relativement simple comme concept. Par contre, avec les nouvelles lois, une infirmière qui travaille à l'hôpital dans une zone verte ne peut pas travailler dans une agence dans une zone verte ou dans une agence point. Right? Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait beaucoup de pertes dans le système de santé, parce que la majorité des infirmières travaillaient dans une institution publique et à temps partiel travaillaient dans une agence parce que ça leur permet d'avoir plus de flexibilité, d'avoir un revenu additionnel et ainsi de suite. Right? Donc, théoriquement, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un gros vide dans le système de santé. Puis ça a mis beaucoup plus de pression sur les infirmières qui n'avaient plus cette support. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait encore plus de stress pour les gens qui restent. Donc, les capacités de bris de service, là, on en entend tous les jours. Bris de service, là, c'est super simple. C'est que pour avoir un service de santé adéquat, il faut avoir un minimum de médecins, un minimum d'infirmières, un minimum de préposés, un minimum d'auxiliaires. Ça fait du logique. S'il n'y a pas assez de monde, on n'est pas capable de fournir, on a un bris de service parce qu'on ne peut pas faire la job. Si le monde savait la quantité de bris de service qu'il y a en ce moment, parce qu'on n'a pas la capacité d'avoir assez de personnes pour couvrir, surtout dans les régions un peu plus éloignées, mais même à Montréal, ça, c'est fou. Mais ici, on est dans cette période-là de prix de service. Il y en a plein, mais il y en avait avant, puis il y en a encore plus maintenant, parce que les bris de service étaient couverts par les agences. Mais si les gens ne peuvent plus aller en agence, on n'est plus capable de couvrir quand il y a quelqu'un qui n'est pas là. Donc, ça cause un gros problème. Puis ça fait beaucoup plus de pression sur les infirmières. Donc, ce que je dis, c'est que, puis en même temps, ça, c'est du point de vue patient. Du point de vue familial ou interne à la personne, c'est que la majorité des gens font plus de sous à l'heure quand ils travaillent dans une agence qu'ils travaillent pour l'hôpital. C'est logique, c'est correct. Pour différentes raisons, c'est un peu plus payant de travailler dans une agence. Maintenant, si ça représentait 50% de tes heures, puis que tout d'un coup, tu ne peux plus les faire, ça veut dire que tu as perdu 50% de ton budget. Puis en fait, si tu es payé plus pour faire 50% de tes heures, c'est peut-être 60% de ton budget. Mais c'est pas tout le temps qu'à l'hôpital, ils vont te donner plus d'heures pour compenser. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben là, tu vas aller chercher genre d'autres ressources. Tu vas chercher une autre job. Tu vas chercher une autre job où? Tu vas essayer de trouver une job dans le privé. C'est pas toutes les infirmières qui savent comment travailler dans le privé. C'est pas toutes les infirmières. C'est pas comme s'il y a assez de pharmacies ou de compagnies qui vont être willing d'embaucher dans le privé. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'en vont ailleurs. Mais ailleurs où? Chez le voisin. Ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont faire, c'est quoi les options? Comme infirmière. Ouais, donc, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas assez de jobs dans le privé, ou même s'il y avait assez de jobs, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, ça vient de créer un autre stress. Mais c'est des stress qui, peut-être, ont un certain sens pour certaines personnes, mais sur le terrain, ça n'a pas autant de sens. Donc, c'est tout le temps une question c'est tout le temps le challenge des terrains versus comment ils ont pris la décision. Je ne peux pas juger comment ils ont pris la décision, je n'ai pas vu le document qu'ils ont pris. Sauf que sur le terrain, ça fait vraiment mal aux infirmières qui fait un impact sur les patients. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait des exodes, ou ce que ça fait, c'est que ça fait des gens qui, une fois que ça va être terminé, ils vont avoir vraiment une amertume intense. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est vraiment pas le fun. C'est le nombre d'infirmières là, qui nous ont téléphoné puis qui nous posaient des questions puis qui disaient comment ça se fait que ça arrive, ce genre de truc-là. Je ne sais pas quoi leur répondre. La seule chose que je sais, c'est que, puis je ne dis pas ça parce que c'est Midi Alpha puis que je travaille avec Midi Alpha ou qu'on a fondé Midi Alpha. J'ai la chance d'avoir la liberté de choisir comment on va traiter le monde qui travaille avec nous. Puis les gens qui sont avec nous, puis vous pouvez leur envoyer des messages sur les médias sociaux, ils sont tous... ils remercient le fait qu'on prenne le temps de leur parler par leur nom. Ils leur remercient le fait qu'on les appelle pour s'assurer qu'ils sont bien. On leur remercie pour le fait qu'ils savent qu'on a un backup pour eux s'il y a quelque chose pour leur famille, pour leurs enfants ou quoi que ce soit. Ils remercient le fait qu'on met eux comme infirmières en premier pour qu'après ça, ils puissent s'occuper correctement des patients. Puis, à mon sens, à moi, ça fait toute la différence dans le système de santé, du moins pour ces infirmières-là qui sont avec nous, puis en espérant qu'il y aura plus d'infirmières qui vont voir ça, parce qu'on aura la chance d'être plus connus, puis qui vont pouvoir vivre ça. Puis, on paye des personnes dans l'équipe que c'est leur job de s'assurer que le monde soit bien. C'est pas comme si j'ai juste des gens d'administration qui font plugger du monde à gauche puis à droite, là. Il y a du monde qui sont payés pour s'assurer que les infirmières sont bien. Ouais, genre, c'est leur job. Un happy officer. Genre. Puis c'est super important. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on parlait de relations. C'est tout ça.
Ça, c'est à la base. Ben, tu sais, aussi, que c'est intéressant, tout ça, tu sais, revenir à ça, c'est... euh, j'ai vu vraiment un post où est-ce que c'était, c'est quoi du marketing? Du marketing à la base, c'est la création de relations. Parce que oui, tu veux essayer de vendre, mais les personnes qui vont acheter à cause, on va dire, d'une campagne marketing, c'est aussi beaucoup par rapport comme la confiance qui a été bâtie. La confiance se bâtit grâce à une relation. Et une relation se construit parce qu'une fois que j'ai ta confiance, ben je suis pas ici pour essayer de couper, perdre ta confiance. Tu fais la vente, puis bon, je passe à d'autres choses. Il faut que tu maintiennes ça. Puis à long terme, ben c'est plus facile maintenir une relation que aller toujours essayer de bâtir des nouvelles relations, des nouvelles relations. Fait que ça, c'est vraiment un lien que je préfère par rapport du marketing et vraiment le domaine de la santé. Euh, Quelque chose d'intéressant, tu sais, dernièrement, regarde, je vais m'ouvrir un peu ici. J'étais en hôpital, ma femme a accouché. Je sais pas comment elle va se sentir par rapport à ça, là, que je commence à rentrer dans le personnel. Mais pour pas rentrer trop de détails, mais je voudrais donner un remerciement, remerciement, un shout-out à tout le staff à l'hôpital Pierre-Legardeur. Parce qu'on entend tout plein d'histoires, des histoires d'horreur. Parfois, on dirait que vraiment tout ce qui est négatif se propage beaucoup plus facilement que le bon côté des choses. Puis aujourd'hui, vu qu'on est dans ce sujet-là, je veux au moins propager le bon côté des choses de ce que j'ai vu. Parce qu'on a eu une équipe d'infirmières et de docteurs qui est super compétents, qui étaient là. Tu pèses le bouton, ils sont là. Même une, deux à la fois, ils viennent comme « Hey, comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire? » J'ai trouvé ça, tu sais, comme « Wow! » Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais loin d'avoir ce service-là. Parce que je me sentais comme si j'étais dans un hôtel, mais que, admettons, c'est qui les autres qui viennent de livrer la bouffe à un hôtel? Ça va être, la femme de ménage ou whatever, mais c'était des infirmières. Ils s'occupaient de tout, là. Ouais, ils sont vraiment dédiés. Ils sont vraiment spéciaux. Puis je trouve qu'il n'y a pas assez de ce type de message-là parce que je viens de le vivre. C'est frais dans ma tête. C'est frais vraiment, vraiment tout ce qu'on a vu. Puis j'ai remercié toutes les infirmières. Elles étaient là. Hey, au milieu de la nuit, là, tes buzz, elle vient. 100%. Le matin, elle est là. Il y en a une, là, vraiment, une femme là, qui a des contractions. Là. J'ai vécu ça. Là. ouais. Il y en avait une infirmière, son nom c'est Geneviève. Elle était tellement patiente. Parlait avec une voix douce en tout temps. Tu sais, vraiment, tu as une femme là, qui est comme je suis plus capable! Trouve-moi une solution! Je veux quelque chose! Appelle la docteur! Ah, elle était vraiment en hystérie. Puis tu as l'infirmière qui est juste comme on va trouver une solution, voix douce tout le temps. Ouais. J'ai pas senti une seconde où est-ce qu'elle était commençait à s'énerver. Puis je trouve comme, damn, il n'y a personne qui parle de ça. Ouais, mais ils sont rassurants, ils viennent te rassurer, ils t'expliquent. Ils sont vraiment là, disponibles. C'est vraiment quelque chose. Les médecins, le système de santé, les gens sont hallucinants. C'est ça qui est le fun. En tout cas, vas-y. Mais non, exactement. Mais je trouve, en tout cas, cet hôpital-là, je ne sais pas si comment dans les autres hôpitaux, parce que j'ai aussi entendu d'autres histoires où est-ce que, même dans ce même hôpital-là, les amis de quelqu'un qu'on connaît, ben, ils nous ont dit qu'ils sont allés là, ils ont une expérience négative. J'imagine que ça arrive. On ne peut pas te les avoir. Fait que, tu sais, nous, on n'est pas rentré là avec cette pensée-là, mais quelqu'un a dit quelque chose. Tu sais, comme un Google Review négatif. Fait que, tu sais, t'es lu, je suis comme, OK, laisse faire gasser là, je m'en vais de toute façon. Mais, tu sais, en bout de ligne, moi, je voudrais dire que, tu sais, on a un système de santé. Tu sais, moi et ma femme, on se regarde, puis, tu sais, on est comme, hey, le monde, ils ne savent pas vraiment dans quelle partie du monde on vit en ce moment. Parce qu'on a vraiment une équipe ici qui est là pour nous. Ils amenaient du déjeuner, du lunch, du souper à nos portes pour un repas pour ma femme, un repas pour moi. C'est tout le temps là, aux heures justes. Je suis comme, damn. Je vais rester plus longtemps. Yeah. Hey, on avait une chambre privée, une toilette, une douche. J'avais un sofa-lit. Je suis comme, hey. Ouais. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est très peu mentionné. Puis quand on voit ce genre de nouvelles-là, comme que tu viens de dire, on dirait qu'il y a des ce genre de décret ministériel par rapport à tout ce qui se passe, ben là, comme
damn, je peux voir vraiment, je peux comprendre maintenant, me mettre dans les souliers de ces personnes-là, puis voir qu'il y a une injustice par rapport à comment ils sont traités quand tu dis le tapis de bienvenue. Mais en même temps, tu sais, l'affaire qui est ironique là-dedans, c'est que c'est pas comme si c'est intentionnellement qu'ils veulent faire ça. Ouais. Right? La seule chose, c'est que c'est juste que la résultante du terrain, des fois, est différente que des fois quand d'un point de vue extérieur ou d'un point de vue macro avec des statistiques. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas juger sur comment ils font la décision, mais c'est juste que le terrain, pareil, comme, tu sais, moi, je suis un gars de terrain, right? Comme je dis, je ne suis pas un gars de bureau, je vends de la misère avec ça, parce que pour ça qu'il y a du monde qui font ça. Moi, je suis un gars de terrain. J'aime aller voir parler aux infirmières, j'aime aller parler au centre d'appel, j'aime aller voir comment ça se passe avec les patients. J'aime être tout le temps sur le terrain parce que je crois qu'on comprend mieux les gens si on est impliqué avec eux. Mm-hmm. C'est comme si tu es dans l'armée et tu es le roi dans le fin fond. Ben, c'est correct, tu es en sécurité, mais si tu regardes Braveheart, ben, le leader, il était sur le terrain. Right? Ouais, exactement. Donc, l'idée, c'est que quand tu es sur le terrain, tu es capable de comprendre mieux les choses puis être pas mal plus à l'avance pour voir la direction de où les choses s'en vont. Donc, si on veut parler de prévention encore ou on peut parler du système de santé, ben, généralement, j'ai l'impression de ne pas me tromper parce que, encore une fois, je suis à l'écoute des gens sur le terrain. La direction de où ça s'en va avec les pharmacies, comme pourquoi on va parler d'entrepreneuriat peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, les infirmières, comme moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat pour les infirmières aussi, comme option, surtout en ce moment, avec le fait qu'ils ne peuvent pas faire d'autres choses. L'entrepreneuriat, il y a comme tellement de demandes pour le domaine de la santé à domicile, ça n'a même pas de sens, comme ça n'a même pas de sens. Comme nous, on a une infirmière, là, parenthèse, là, je pense que, je ne sais pas si c'était Michel qui était venu chez vous. Ouais, c'est Michel. Tu as vu, juste elle. Michel, elle a commencé en juillet. Ouais, shout out à Michel. Donc, elle a commencé en juillet avec nous. Puis, à son propre compte. Right? Ça, c'est comme une des choses qu'on fait. On a nos propres employés, puis on a aussi des gens qui veulent partir à leur compte. On les aide, on leur explique comment ça fonctionne. Bref, elle a commencé en juillet. Puis maintenant, elle était directrice d'une résidence dans le temps. Okay? Puis elle avait comme, je ne sais pas combien d'employés en dessous d'elle. Elle avait un super bon salaire. Elle travaillait comme tellement. Puis maintenant, elle travaille probablement autant, peut-être un peu moins, mais elle contrôle plus ses heures. Exactement, sur ses... Puis sur son temps à elle. Puis elle fait vraiment plus de sous. Puis pourtant, elle fait plus de sous, malgré que notre mission à nous, c'est d'être le plus abordable possible à la population. Donc, nos coûts au point de vue compétitif sont meilleurs pour le client, mais ça fait pareil qu'elle fait plus de sous. Parce que, encore une fois, nous, notre objectif, c'est qu'elle soit correcte. Mais le point, c'est que maintenant, elle vit de ça, puis elle est vraiment contente. Puis c'est pas que tout le monde a besoin de vivre de ça. Il y a des gens qui veulent faire 500$ de plus, il y a des gens qui veulent faire 1000$ de plus, il y a des gens qui veulent faire 200$ de plus. Mais avoir le support et les outils pour pouvoir se partir et faire son propre business comme infirmière, la population va les remercier parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de besoins à domicile, mais il n'y a pas assez d'offres de personnes pour le domicile. Fait que en ce moment, mais quelque chose aussi, tu sais, vraiment dans le sujet de l'entrepreneuriat, tu sais, je sais qu'on avait abordé, tu sais, qu'est-ce qui pourrait peut-être motiver plus cette opportunité-là? Parce que si on prend le cas de Michel, c'est un cas de vraiment de quelqu'un que, comme tu dis, elle fait quoi? Un peu plus qu'avant, mais maintenant, c'est terme. OK, c'est bon. Pas juste un peu. Mais tu sais, c'est pas... Puis je m'excuse si je fais une interruption là-dessus. Vas-y. Il y a aussi un stigma aussi qu'il faut enlever dans la tête du monde. Right? Puis je ne dis pas que les clients ou quoi que ce soit, là, je fais juste en général. Tu sais, il y a une balance entre faire de la business pour comme vraiment faire comme des marges de profit de malade ou faire de la business parce qu'on va avoir, comme je disais tout à l'heure, différents styles. Right? Puis je vais faire une parenthèse pour rentrer là-dessus, je m'excuse, mais c'est parce que aussi, il faut que je puisse mettre en perspective le fait que oui, Michel fait des sous, mais en même temps, dans la comparaison des choses, elle est faite correctement. Puis je vais expliquer ce que je veux dire par là. Si je m'en vais voir un investisseur, okay, puis encore une fois, il y a peut-être des gens que ça va peut-être les froisser un peu, okay? Mais si je m'en vais voir un VC, okay, parce que j'en ai parlé avec plusieurs VC, on connaît des VC. Des VC, c'est des venture capitalists, c'est des gens qui vont investir de l'argent. Eux, leur thèse, c'est toute une question de comment qu'on voit la vie. Puis c'est quoi notre philosophie derrière les actions qu'on prend. Puis ça joue pour beaucoup, la philosophie derrière les actions qu'on prend. Parce que si on regarde la thèse d'un investisseur de venture capitalist, qu'est-ce que ça fait, lui, dans la vie? C'est qu'il va investir dans des compagnies, puis son but, c'est d'avoir un retour de x10
en 7 ans. Parce que son fonds est 10 ans, puis il faut qu'il s'organise pour que la compagnie monte, fasse de l'argent, qu'il puisse vendre, puis si ça ne vend pas, il la ferme. Mhm. Parce que son but, c'est ça, parce qu'il sait qu'il va peut-être miser sur 10 startups, puis il y en a une qui va compenser pour les 10. Donc, son but, c'est de faire son 10X. Il espère qu'il y en a plus qu'une sur 10 qui va avoir réussi, mais il s'attend à ce qu'il y en ait au moins une. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il va s'arranger pour que tout le monde travaille à son maximum, ce qui est tout à fait normal. Ouais, il a investi de l'argent. Business. Right? Mais de l'autre côté, c'est qu'il veut aussi que son retour sur investissement soit au maximum parce que c'est l'argent de quelqu'un d'autre. On s'entend? C'est logique aussi. Ouais. Okay. Mais sachant ça, c'est qu'il y a tout le temps une ligne entre c'est quoi le maximum que je peux charger pour la même job parce que c'est moins d'efforts pour plus d'argent. C'est logique? Parfait. Donc, dans une certaine logique, c'est correct. Par contre, ce qui est drôle avec le système de la santé, surtout ici, c'est qu'avec la RAMQ, les services sont principalement gratuits. Donc, la nature des gens, c'est que ton compétiteur, entre guillemets, en termes de business, okay? On ne parle pas que c'est une compétition, mais en termes de business, c'est que tu as le service gratuit, puis il faut que tu sois capable de dire pourquoi les gens seraient willing de payer. Right? Donc, c'est sûr que le prix fait une différence dans la tête des gens qui payent parce qu'ils ont tout le temps l'option de gratuit. C'est numéro un. Numéro 2, c'est que, encore une fois, il y a la philosophie de, malgré qu'on ne va pas travailler avec un VC parce qu'on n'est pas là pour essayer de maximiser le profit sur la personne, nous, on veut servir le maximum de personnes parce qu'on veut démocratiser ou rendre accessibles les services à domicile aux gens. Donc, le prix est tout le temps fait que si on peut le faire plus bas, on va le faire plus bas parce qu'on veut que ça soit accessible tout en ayant un bon revenu pour l'infirmière. Exactement. Évidemment. Right? Maintenant, pourquoi je dis ça? C'est que la première chose qu'on a faite quand on a commencé dans le domaine, c'était faire des prises de sang privées parce que les prises de sang privées, c'était la chose la plus accessible pour pouvoir commencer. Puis c'est quelque chose que, venant des cliniques médicales, du domaine du domaine pharmaceutique, mais surtout des domaines des cliniques médicales, parce que j'en avais, avoir des services de prise de sang, c'était logique. Puis les services de prise de sang privés, c'est un endroit où il y a des marges de profit vraiment importantes. Donc, pour le laboratoire, right? Donc, on s'est dit, OK, on va aller faire quelque chose avec ça, parce que c'est une porte d'entrée. C'est pas que c'est nous qui faisons tout l'argent, mais c'est une porte d'entrée. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a développé un logiciel qui trouve le meilleur prix sur le marché. Parce que oui, il y a des gens qui ont des assurances, puis oui, les gens sont couverts à 80%. Mais encore une fois, dans le principe d'être accessible, on a développé un logiciel que personne n'a sur le marché, à part nous, qui trouve le meilleur prix sur le marché. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on croit à l'accessibilité. On est généralement, malgré que si quelqu'un va physiquement chez un laboratoire privé, il va des fois payer 30 à 50% ou même des fois 100% plus cher que qu'est-ce que nous, on va charger pour aller au domicile de la personne. Mm-hmm. Donc, la personne va aller à domicile pour moins cher quand il faut avec nous, parce qu'on a le chèque qui permet de trouver les meilleurs prix. Puis, on a vraiment le meilleur prix. Il y a une cliente qui est venue une fois puis qui est allée chez une clinique médicale, puis elle a reçu une soumission, parce qu'elle reçoit une soumission pour savoir qu'est-ce que ça va couvrir. Puis maintenant, fast forward quelques années, on offre aussi le service où on peut envoyer les tubes à l'hôpital. Là, je te raconte une anecdote, mais tu vas comprendre le principe. Puis le service où on apporte les tubes à l'hôpital, on charge 90 $. L'infirmière va chez le patient, fait les prélèvements, des prélèvements sanguins, elle va avoir tous ses équipements de protection au maximum qu'on donne. Puis après ça, elle va aller acheminer les résultats à l'hôpital. L'hôpital va les analyser, les résultats vont être envoyés au médecin. 90 $, right? Peu importe le nombre de tests que tu as, 90 $. Laboratoire privé, c'est différent. Les laboratoires privés, ils vont charger en fonction des prix qui sont sur la prescription. Okay. Donc, si tu as moins de tests, plus de tests, dépendamment des tests, il y a des prix qui sont différents. Bref, madame, elle va à un laboratoire. Ce laboratoire en question lui dit ça va coûter 634 $. Donc là, elle dit mais c'est couvert à 80% sur mon assurance. Donc, je vais me faire rembourser pas mal, puis il va me rester 120 $ à payer. Donc là, finalement, elle dit 120 $, c'est un peu cher. Je vais aller voir si je peux faire un autre service. Donc là, elle nous trouve sur Internet, elle nous appelle, puis encore une fois, étant quelqu'un sur le terrain, cette fois-là, j'avais pris pour le fun l'appel. Parce que de temps en temps, je veux juste pouvoir comment ça marche. Donc, je prends l'appel, je parle avec la madame. La madame, elle m'explique son histoire, c'est 600 quelque chose. Je dis, by the way, je veux juste voir dans mon logiciel qu'est-ce que ça va coûter. Parce que souvent, ça se peut que ça va coûter avec vos assurances moins cher que le service public. Notre service public est à 90 $. Elle dit, mais c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que votre service public est à 90, c'est moins cher que le 120 qui me resterait de mon assureur. Je fais parfait. Je mets ça dans le logiciel. Dans le logiciel, c'est sorti à 232. De 636 ou 634, le chiffre que j'ai dit tout à l'heure, à 232. Puis là, elle dit, mais vous allez venir chez moi pour 232? C'est quoi l'histoire? Je dis, je sais pas, c'est mon logiciel, c'est moi qui calcule. Puis là, avec mes assurances, avec mon 80%, au final, ça va me coûter 46 $. C'est moins cher que le public. Je dis, oui. Elle dit, c'est ça que je vais prendre. Puis j'ai dit, c'est parfait. Donc, l'idée, c'est que
encore une fois, c'est une question d'accessibilité. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est que le prix, c'est important parce qu'on croit à l'accessibilité, mais en même temps, c'est que ça ne veut pas dire que parce que Michel fait beaucoup de sous, que c'est pas que les prix sont 1000 fois meilleurs que les autres parce qu'on veut volontairement le faire comme ça. Pour la COVID, c'est la même chose. On a mis les prix le plus accessible possible de façon business parce que c'est dans le budget de personne. Il n'y a personne qui a prévu payer pour COVID. Ouais, Donc, exact. pourquoi aller mettre des prix comme de fou, sachant quand on connaît le prix, puis sachant que c'est dans le budget de personne, puis il y a plein de gens qui ont besoin de ça pour voyager, il y a plein de gens qui ont besoin de ça pour aller voir leur famille. Ma mère, elle a le cancer. Il faut que je ne peux pas aller juste tout bonnement aller chez elle comme ça. Il faut que je me fasse tester, m'assurer que je suis sécuritaire. Il y a comme plein de raisons qu'on veut faire ça. Ma grand-mère a eu 100 ans, elle est décédée. Je m'en vais dans un funérail. Je ne peux pas juste comme, hey, on va être 25 personnes maximum. Parfait, vu qu'on est 25, c'est rendu sécuritaire. C'est pas sécuritaire. Là. Tu vas te faire tester, tu t'assures que tu es négatif. Donc, c'est pas dans le budget de personne. Il faut le rendre accessible. That's it, that's all. Donc, ça, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, oui, Michel, elle fait vraiment plus de sous, mais toujours dans la mentalité qu'elle a fait qu'un service le plus accessible possible, pareil. Mm-hmm. Right? So, c'était Ouais, juste je une comprends. parenthèse, Non, je comprends. Ouais, parce que ouais. des fois, le monde, il dit « Ah, elle a fait plein de sous, c'est un scam, whatever. » Non. On a fait ça le plus accessible possible avec ce qu'on avait dans nos mains, mais le volume fait en sorte que c'est rentable pour elle de faire ça et fait en sorte qu'elle est capable de vivre de ça. Il y a des gens qui font ça à temps partiel, des gens qui font ça à temps plein, mais le fait, c'est qu'elle est capable de faire un super bon salaire avec ça. C'est pour ça que je crois beaucoup en l'entrepreneuriat, parce que, encore une fois, je crois que quelqu'un comme moi qui est microbiologiste, quand moi j'ai ma première job, que je suis sorti de l'université, je me faisais payer des peanuts. Puis c'est pas que j'ai rien contre la compagnie, c'est juste son système à cette compagnie-là. Puis quand je me disais que j'allais vouloir monter les échelons pour aller plus haut dans la compagnie, j'ai fait des changements là, dans cette compagnie-là comme vraiment, vraiment sharp, qui ont fait en sorte que leurs procédures de travail ont diminué de fois 3. Puis après mon deuxième mois de travail, là, ça fait comme 20 ans que je travaille comme ça, j'étais comme, qu'est-ce que vous faites? Puis j'ai dit, on va faire ça comme ça. Il dit, hey, c'est une bonne idée. Ça vient de... J'ai dit, OK, mais je peux te faire un bonus? Ben, tu vas avoir 25 cents de bonus. J'étais comme, tu me dis-tu, là? Comme, c'est juste ça, là? Je disais, OK, pas de problème, on va continuer comme ça. 3 mois plus tard, j'ai arrêté. Ah, bye. Puis c'est pas que je crois pas à l'emploi, c'est juste que ça dépend de quel engrenage qu'on se met. Donc, pourquoi je crois à l'entrepreneuriat, même si c'est quelque chose qu'on fait à temps partiel, surtout dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a plein d'infirmières qui ont du temps discrétionnaire dans leur vie et il y a tellement de patients qui ont des besoins, puis moi, maintenant, on les appelle des clients parce qu'effectivement, c'est des clients qui ont tellement de besoins d'avoir un service, que ce soit préventif, comme on parlait tout à l'heure, ce qui serait une très bonne chose, parce que là, ça rend l'accessibilité à la prévention beaucoup plus élevée, mais aussi pour le curatif, surtout dans un contexte de pandémie, mais même avant ça, pour qu'on ait des services à domicile. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'infirmières qui pourraient faire quelque chose avec ça. Puis, ça changerait non seulement, ça utiliserait leur talent à bon escient, mais avec un revenu additionnel pour leur domicile. Puis, ce revenu additionnel-là, ben, après ça, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'utiliser pour acheter plus de trucs. Mais nous, à Média Alpha, on les encourage aussi beaucoup à avoir une intelligence financière pour qu'ils puissent apprendre à investir leur argent, pour qu'ils soient en mesure de pouvoir faire des meilleurs choix dans le futur. Parce qu'on ne peut pas juste dépendre d'un système de fonds de pension. C'est impossible. Impossible. Si on comprend les chiffres, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut apprendre à investir. Donc, c'est important que les infirmières s'éduquent dans ce sens-là, parce qu'à la fin de la journée, le fonds de pension n'est pas aussi excitant qu'on pense, puis il faut qu'ils apprennent à s'investir. Moindrement de comprendre les mécanismes pour ça, pour savoir dans quoi investir, que ce soit immobilier, que ce soit avec des banques, que ce soit whatever you want, mais il faut prendre le temps de le faire. Puis il y a beaucoup d'infirmières qui ne le savent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps. Ils adorent leur emploi, ils savent ce qu'ils font dans leur job, mais ils ne prennent pas le temps de comprendre comment les finances fonctionnent pour leur futur. Puis après ça, ils ont donné, puis à la fin, c'est pas aussi simple qu'ils pensent à la fin. Puis c'est vraiment poche. Vraiment. Je m'excuse du terme, là, mais c'est vraiment dommage. Puis ça me vient me chercher, ça n'a même pas de sens. À la base, ma mère est infirmière, puis ça fait 40 ans, donc je connais l'histoire. Puis tu sais, heureusement qu'on a pu investir les quelques sous qu'ils économisaient. Puis mon père, il ne pouvait pas travailler pendant plusieurs années, donc c'était ma mère qui gagnait tous les sous comme infirmière. Puis, heureusement qu'on a pu comme économiser puis investir un petit peu puis tout ça, parce que sinon, ça aurait été bien plus compliqué. Donc, à la fin de la journée, vous pouvez voir qu'on est on a très ça à cœur de pouvoir aider les infirmières, mais c'est vraiment parce que ça vient de loin, là, vraiment. Ouais, là, il y a un côté émotionnel même derrière ça, pourquoi intense. Je veux que ça marche. Intense. Donc, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, si on veut revenir à ça, c'est super pertinent, à mon avis, du point de vue pour beaucoup de monde, mais au point de vue nursing, à mon avis, ça va aider beaucoup de gens s'il y avait plus de gens
en entrepreneuriat, en nursing. Puis c'est comme, en ce moment, on est dans une période où est-ce que c'est ça, genre, l'opportunité ici, la porte vient d'ouvrir pour pouvoir même se lancer là. Parce que je pense que un des plus gros facteurs pourquoi les personnes ont la misère à prendre le saut vers l'entrepreneuriat, c'est peut-être l'ambiguïté des revenus. Est-ce que je vais pouvoir payer mes bills à la fin du mois? Mais en ce moment, on est dans une période où est-ce qu'on encourage le domicile, on encourage même les personnes de sortir le moins possible pour pouvoir vraiment continuer leur vie. Puis, dans un contexte dans lequel ici, où est-ce que on voit la demande est croissante. Fait que pour une infirmière qui voudrait sauter, faire le saut, le niveau de risque est selon la volonté de la personne de est-ce que tu vas faire prendre tes demandes comme il faut, j'imagine, et non basé sur est-ce qu'il y a une demande ou non. Est-ce que je vais avoir assez de clients ou vraiment assez de services? Effectivement, mais il y a les deux, right? C'est sûr qu'il y a une partie capacité puis il y a une partie vente, right? Donc, dans le contexte où on parle, c'est que côté capacité, infirmière auxiliaire, on le sait. Puis pourquoi je parle d'infirmière auxiliaire, c'est que une des choses que j'aime aussi en business, c'est que le client paye pour un service. S'il reçoit son service et est content, ça fait une relation win-win. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on parle d'une prise de sang, une infirmière ou une auxiliaire peuvent vendre le même service au même prix, faire le même revenu, puis ça n'enlève rien à l'infirmière, mais ça n'enlève aussi rien à l'auxiliaire, parce qu'ils ont vendu un service, par exemple, de prélèvement sanguin. Donc, ce que ça fait, c'est qu'une auxiliaire peut avoir le revenu qu'elle veut, et l'infirmière peut avoir aussi le revenu qu'elle veut. Donc, ce que ça fait, c'est que, pourquoi je dis ça, c'est parce que dans le fond, les auxiliaires, des fois, ne sont pas payés super bien, puis ils sont très sous-utilisés dans le système de santé. Donc, c'est une belle opportunité aussi pour eux, en passant. Mais pour revenir à le besoin, oui, il y a de la demande. Est-ce que toutes les infirmières savent aller chercher des clients? Pas tout le temps. Est-ce que c'est grave? Dépendamment de leur degré de patience. Parce qu'à la fin de la journée, les clients vont en avoir. Que ce soit par le bouche à oreille, ils vont finir par trouver des clients. Que ce soit parce qu'ils commencent par faire des dépistages COVID. Puis là, ça, c'est comme... Il y a beaucoup trop de demandes en ce moment, donc c'est une bonne façon de commencer en ce moment parce que les gens ont besoin de ça, puis ils ont besoin de monde pour le faire, donc ils ont besoin d'infirmières. Donc oui, c'est une bonne façon de commencer parce que ça aide beaucoup de gens de faire ce genre de dépistage pour toutes les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais même si on parlait de prélèvement sanguin, si on pense qu'on veut partir de notre job pour faire ça tout de suite, ben je dirais prends ton temps puis construis ta clientèle de façon graduelle parce qu'il faut que tu saches aller chercher tes clients. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clients parce qu'il y en a vraiment. Les clients, il est là. Mais vraiment beaucoup. Là. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, elle fait 150 personnes par semaine. Ouf. Puis ça, c'est pas des jokes. Donc, tu sais, c'est quand on même. fait des petits calculs. Là. C'est quand même comme vraiment. C'est là, right? Il y a des capacités. Donc, le point, c'est que c'est une question de est-ce que je vais avoir la patience de vouloir construire ma business pour aller chercher mes clients si je sais que je ne suis pas naturellement habitué à connaître des gens qui vont me référer des gens ou d'être à l'aise sur Instagram ou Facebook ou peut-être que tu vas dire, OK, mais est-ce que tu as l'intérêt? Puis là, c'est pas que je veux te faire un plug, mais c'est la réalité. Parce que moi, je crois que ça devrait être fait comme ça, mais c'est un choix à la fin de la journée pour chacune des infirmières. Mais est-ce que tu vas prendre quelques dollars par mois pour dire, je vais me faire un budget marketing puis que je vais en mettre de la publicité pour que j'ai de la visibilité? Ah, mais là, j'ai pas quelqu'un qui j'ai mis 50 dollars d'annonce, par exemple, puis j'ai eu 0 client. Oui, mais c'est pas grave, là, c'est une question de branding à long terme. Ouais, puis qu'éventuellement, les gens vont venir, puis ton bouche à oreille, puis les gens vont savoir c'est quoi ton nom. Mais est-ce que sauf que c'est pas inné chez les infirmières. On n'est pas allé comme infirmière pour devenir un entrepreneur. Par contre, ils ont la chance en ce moment d'être dans une situation où le service à domicile est comme en extrême demande, / ils ont un talent que les gens ont besoin en extrême demande, et que s'ils sont patientes, le volume va monter. Comme Michel, par exemple, si on revient à elle, elle fait vraiment beaucoup de clients par mois, puis elle a fait 0 publicité. Par contre, elle a eu la patience de donner un bon service, puis le bouche-oreille a fait sa job. De l'autre côté, nous, on veut aller plus vite, Média Alpha en général, donc on a un budget publicitaire assez élevé, parce qu'on veut faire en sorte que les gens nous connaissent. Ça bouge encore plus vite. Donc, c'est une question de choix, mais les deux sont bons. Et les deux valent la peine, autant pour l'infirmière que pour la population. Donc, moi, je crois à 100%. Puis, je voudrais revenir vraiment au point le point relationnel, mais aussi prendre Michel encore comme exemple.
publicité pour Michel en ce moment. Mais le côté relationnel, c'est là, OK, si je prends vraiment l'expérience qu'on a eue durant la pandémie, mais aussi ma femme est enceinte, fait qu'elle ne pouvait pas aller s'exposer, on dit, à faire une ligne d'attente durant l'hiver et tout, des trucs comme ça. Fait que c'est Michel qui venait. Puis elle est venue peut-être 5 fois. Moi, elle m'a fait une prise. Elle a fait des prises consécutivement à ma femme. Elle connaissait déjà peut-être, tu sais, admettons quelque chose par rapport à ma femme, c'est que ses veines, elle a de la misère. Mais là, Michel, elle savait déjà ça en avance. Fait qu'elle sait déjà comme, hey, prépare-moi une veine avant que j'arrive, des trucs comme ça. Fait que la relation, elle se bâtissait déjà là. Puis, tu sais, quelque chose qu'on a réalisé avec ma femme, c'est que, tu sais quoi, genre, je pourrais jamais plus faire affaire avec une autre infirmière parce que j'en ai déjà une qui connaît déjà où est-ce qu'on habite, nos besoins. Elle connaît déjà notre dossier de santé. Elle sait déjà vraiment, elle a fait une prise. Fait que pour l'avenir, définitivement, on continue à faire affaire avec elle. Puis je trouvais ça vraiment nice comme vraiment. Puis ça, c'est vraiment une direction où est-ce que les choses pouvaient aller parce qu'on fait beaucoup référence aux médecins de famille. Mais je trouvais comme, hey, tu sais, que Michel soit là, elle va voir peut-être aussi l'enfant grandir parce que c'est elle qu'on va appeler pour venir, elle vient faire ça. Ça devient comme une infirmière de famille. 100%. Puis c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose qu'on a coiné ensemble. Exact. Je pense que c'est plein de toi qui avait sorti cette phrase-là, mais c'est ça, l'infirmière de famille. Tu sais, c'est vers là que le système de santé s'en va. Tu sais, la prévention, les suivis à domicile, tu sais, les gens pensent au CLSC pour les personnes qui ont un certain besoin, mais la réalité, c'est que ça va devenir quelque chose qui va se faire tu sais, depuis toujours. Tu sais, ta fille, là, elle va grandir, puis elle va avoir quelqu'un, son infirmière, peut-être Michel, dans sa vie depuis qu'elle est jeune. Puis ça va faire quelque chose qui est normal parce que ça va faire partie du train de votre vie d'être préventif. Mais si chaque personne avait une infirmière qui avait, tu sais, dans le fond, si on peut voir assez loin, là, puis c'est sûr que ça sonne utopique quand même, mais c'est quand même une réalité, c'est que si les gens avaient leur infirmière de famille, de la même façon que leur médecin de famille, mais qui prennent l'infirmière dans une perspective préventive, ben, ça va faire en sorte que les soins de santé vont être beaucoup plus accessibles parce que l'infirmière connaît vraiment beaucoup de choses sur le système de santé. Ouais. Elle est capable de guider les gens, elle est capable de conseiller les gens, elle est capable de donner des informations pertinentes, puis elle peut faire tous les soins qui sont associés. Donc, d'avoir quelqu'un qu'on peut voir, avec qui on peut s'associer, ben, c'est une question de relation comme on parle depuis le début. Du point de vue business, c'est le fun pour l'infirmière parce que c'est rassurant d'avoir certains clients récurrents, point de vue business. Mais la réalité, c'est que du point de vue pratique, puis c'est pour ça qu'il y a tout le temps ce lien-là, c'est que pour le patient, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui connaît le nom de chacune des personnes, connaît chacune des problématiques de la personne, chaque chose positive, puis qu'ils évoluent ensemble parce qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'être transparent sur son état de santé quand on a une relation avec quelqu'un, du point de vue physique que psychologique, parce que les deux, ça va souvent ensemble, puis l'infirmière peut aider là-dessus. Donc, le point, c'est que c'est super pertinent dans un contexte de santé que le système s'en va dans une autre direction que juste d'avoir les médecins comme piliers. Maintenant, comme pilier dans le système de santé, tu auras les médecins, tu auras les pharmaciens maintenant qui ont des nouveaux actes, les lois 31, loi 41 qu'on a entendu parler, qui vont pouvoir faire des suivis. Puis tu auras, évidemment, ils veulent mettre en position les super infirmières pour faire aussi des suivis, mais les infirmières et infirmières auxiliaires qui peuvent faire les actes à domicile et qui peuvent faire aussi pour les infirmières un peu plus que les auxiliaires des suivis, va faire que là, on aura une présence physique dans les maisons de chacune des personnes. Mais si chaque personne peut trouver une infirmière avec qui ils s'entendent bien et qui peuvent développer ce lien de confiance, je vais revenir à mon oncle pour faire une boucle. Mon oncle, comme j'ai dit, par lui-même, c'est un médecin extrêmement bon. Comme acupuncteur, il est extrêmement bon. Meilleur que probablement beaucoup d'autres médecins. Mais l'infirmière qu'on avait, qui s'appelait Linda, qui s'occupait de voir les patients avant d'aller voir mon oncle, a changé la game autant pour mon oncle, mais sur la façon qu'on voyait le système de santé. Parce qu'on a créé un programme qui s'appelle le Programme de prévention cardiovasculaire. Donc, mon oncle, c'est un cardiologue, mais il y avait des gens qui payaient, pas cher, 200 $ par année, pour avoir accès à Linda. Donc là, il voyait Linda, puis Linda parlait avec elle pas mal plus longtemps qu'un médecin. Tu sais, un médecin, ça voit le patient, puis c'est fini. Tu sais, c'est comme ou ça. le dossier. Tandis que c'est correct, ça fait partie de leur nature, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Linda prenait le temps de parler, il y avait une conversation, c'était comme leur infirmière de famille. Les patients, à cause de la relation, se sentaient redevables de faire attention à leur sucre, de faire attention parce qu'elle savait qu'elle allait le challenger, elle savait qu'elle allait prendre le temps d'en parler. Donc, le fait qu'il y avait une relation, les gens voulaient faire attention puis faire en sorte que Linda était contente du prochain rendez-vous. Donc, ils faisaient attention à leur poids, ils faisaient attention à leur sucre, ils faisaient attention avec leur cholestérol. Les gens dans le programme avaient le même médecin à la fin de la journée.
Mais la relation de l'infirmière faisait en sorte qu'on voyait drastiquement une diminution au niveau du sucre, perte de poids, diminution de médicaments. Les gens se sentaient en forme, ils se sentaient beaucoup mieux. Au final, on a enlevé le prix, mon oncle a mis tous ses patients avec Linda. Tout. Puis tous ses patients allaient mieux. Donc, c'était quoi la chose qui a changé? Le médecin est resté le même. La relation avec l'infirmière. L'infirmière de famille de ces gens-là a fait toute la différence. Donc, c'est le même principe qui existe jusqu'à aujourd'hui. On le voit. Tous les centres, puis c'est pour ça que même dans les GMF, ils essaient de mettre un maximum d'infirmières qui font des suivis. Encore une fois, chaque personne peut avoir des positionnements sur qu'est-ce qu'il y en est, mais il n'y en a juste pas assez. Donc, le fait de pouvoir faire ça comme travailleur autonome, d'être l'infirmière de famille, a tout son sens sur l'impact que ça peut avoir sur la société et évidemment, du point de vue business pour l'infirmière. Donc, c'est super logique de le faire. Puis le gouvernement, toutes les nouvelles lois vont dans le sens où ça va faciliter les choses pour que l'infirmière ait la capacité de faire plus d'actes, que ce soit pour des ordonnances collectives qui vont être créées, que ce soit pour leur capacité avec les cours qui ont le droit de faire des suivis, comme maintenant, il y a des cours, par exemple, qui veulent faire des infirmières qui veulent faire des prescriptions pour, je sais pas, des ITSS, par exemple, mais ils vont suivre un cours, puis ils peuvent suivre des gens pour des gens qui veulent faire de la prévention au point de vue des ITSS. Donc, il y a comme tellement de nouvelles choses qui se mettent en place, qu'ils vont pouvoir faire de façon autonome dans leur bureau ou en pharmacie ou encore plus facilement à domicile, que ça fait juste beaucoup de sens. Puis c'est bien. Donc, pourquoi on croit à ça, Medi-Alpha? Parce qu'on sait que c'est le futur, puis c'est nécessaire. Puis en même temps aussi, on parlait de considération, tu sais, de tapis welcome et tout ça. Mais quand tu es à ton propre compte, puis tu vois l'impact que tu as dans la vie des gens, tu comprends ta valeur. Puis, à 100 000 %. Puis ça fait tout son sens. Puis peut-on dire que... Puis c'est super intéressant ce qu'on dit, puis je pense on devrait même élaborer beaucoup plus dans d'autres segments, peut-être dans un autre channel individuel, on ne sait pas. Mais selon ce qu'on dit ici, ça serait le fun que le gouvernement écoute cet échange-là, voir vraiment, parce que on dirait que l'avenir de la santé irait beaucoup plus dans la personnalisation du service. Comme dans tout, qu'est-ce qui est personnalisé de nos jours, autant que ça va être ton épicerie, on dirait tout ce que tes commandes en ligne, Amazon, des trucs comme ça. Tout est personnalisé, mais la santé n'est pas personnalisée à 100% encore parce que peut-être c'est trop touchy, peut-être qu'il y a trop d'informations sensibles que tu sais, vraiment partager, ainsi de suite. Mais si une personne de confiance avec qui tu as bâti une relation, tu sais déjà que tu es à l'aise de vraiment pouvoir échanger ça, je pense qu'on pourrait se diriger vers une société qui va être plus préventive, où est-ce que les coûts médicaux, regarde, seraient beaucoup plus abordables, peut-être, d'une certaine façon. Mais c'est prouvé. C'est prouvé. Je vais faire une parenthèse après, mais c'est prouvé. Mais j'aime la direction parce que, regarde, encore là, puis je pense un message que je voudrais peut-être partager aux infirmières pareillement, si on prend l'exemple de Michel. Michel, ici, elle a bâti cette relation-là. Elle nous connaît. C'est sûr qu'elle va continuer à revenir ici. Puis, moi, j'ai d'autres membres de ma famille. Ils vont me poser des questions. Ils savent déjà qu'est-ce que je fais. Ils savent déjà que ce service-là a été... on l'a utilisé ici à la maison. Fait que quand ils vont me poser la question, connais-tu quelqu'un? Michel. Fait que dans une famille, une famille, combien de membres dans une famille? C'est pas comme... Tu sais, admettons, c'est pas comme si juste une personne a besoin des services de santé. Chaque être humain a besoin des services de santé. Fait que facilement pour une infirmière qui peut-être a besoin peut-être un petit saut, peut-être vraiment enlever vraiment le facteur risque de comment je bâtis ma clientèle, ben je pense que pour rassurer cette personne-là, on pourrait dire qu'on est dans une position où est-ce que tu bâtis, tu peux réussir à bâtir l'entre-gens. Puis les dernières infirmières que j'ai vues à l'hôpital, ils en avaient tous, c'était super aimable. Ben je pense que ça serait évident qu'il y a un avenir où est-ce qu'une infirmière serait beaucoup plus valorisée que qu'est-ce que peut-être on peut en déduire sur qu'est-ce qu'on peut voir dans les médias. Déjà qu'ils sont valorisés, mais je pense qu'on pourrait aller même à une étape de plus de ce côté-là. 100%. Mais tu sais, en même temps, il n'y a rien qui empêche à l'infirmière de garder sa job et de faire ça dans temps partiel. T'sais, on n'a pas besoin de... C'est pas comme un saut où au lieu d'aller 100%. Right? Tu peux garder ta job, faire ça à temps partiel, puis en fait, c'est quasiment une bonne chose parce qu'évidemment, tu as ta sécurité financière, puis là, tu as un revenu additionnel, puis éventuellement, tu peux faire un choix, mais le but, c'est pas nécessairement que tout le monde s'en aide du système public. On a besoin des gens des hôpitaux aussi. Puis de toute façon, ça ne fonctionnerait pas si c'était à l'autre extrême. C'est une question de balance. Par contre, c'est effectivement ça, c'est que ça donne une balance, ça donne un aspect aussi où on a plus de, comme tu parles, une différente valorisation.
puis qu'on a un peu plus de contrôle, puis on a un revenu additionnel et tout, mais en même temps qu'on peut aider les gens au rythme qu'on veut. C'est une des choses que la majorité des infirmières aimeraient, puis évidemment avec les pressions du système qu'on a présentement, c'est dur à avoir, c'est d'avoir le temps au chevet de chacun des patients. De pouvoir aller d'une chambre à l'autre, mais d'avoir le temps. Peut-être dans un contexte où on donne de néonatalité, où on donne naissance, c'est peut-être quelque chose qui prenne plus de temps, mais sur les étages, ce n'est pas tout le temps qu'on a. Des fois, là, surtout avec les bris de service, comme on a discuté tout à l'heure, ça fait en sorte qu'à la place d'avoir un ratio, je ne connais pas les ratios exactement, mais disons de un patient pour 8, on est rendu à un patient pour 32. Une infirmière pour 32 au lieu d'une infirmière pour 8, exemple. C'est des chiffres aléatoires, là, mais c'est juste pour donner l'image. Donc, ça fait en sorte que quand on est rendu à 1 pour 32, on n'a pas le temps de s'asseoir puis voir comment. On fait l'action puis on y va. Ouais. Mais ce que ça fait, c'est qu'au bout de la ligne, le patient, il n'a pas eu le temps qu'il voulait. Puis des fois, c'est qu'il a peut-être même plus besoin de parler avec la personne que de tout le reste du traitement qui va avec, ou peut-être au niveau égal. Parce que oui, on parle d'isolement maintenant, mais avant ça, il y avait déjà de l'isolement avant aussi. Parce que quand la personne vient faire son acte puis elle s'en va, ça, c'est pas nouveau de la COVID, là, c'est même avant. Donc, le point, c'est que quand on fait du domicile, ça, c'est un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on a le temps de prendre 10-15 minutes avec la personne pour parler avec la personne, qui est extrêmement pertinent en termes de relation, mais qui est aussi extrêmement pertinent parce que c'est comme ça qu'on peut en découvrir plus pour le patient, pour l'aider à aller dans son état de santé un peu mieux, ou même faire de la prévention, ou faire de l'éducation, ou développer ce lien de confiance qui va amener à peut-être d'autres clients, mais qui va faire ce lien de confiance qu'on a besoin de bâtir. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais c'est surtout de la capacité d'avoir le choix de prendre le temps. Ça vaut de l'or aussi pour une infirmière de pouvoir faire ça. Puis, on encourage ça, parce qu'encore une fois, c'est le lien de confiance avec cette Linda, qui peut être Julie, qui peut être Mylène, qui peut être Manon, qui peut être peu importe, qui fait que le patient se sent redevable et qui fait attention. Mm-hmm. Donc, cette lien de confiance fait toute la différence dans le système de santé. Puis la personnalisation, ça s'en vient à 1000 à l'heure. Si on regarde les 5G qui s'en viennent, là, les 5G, les 5G, là, toute la santé connectée va être encore plus rapide. Non, c'est pas juste, ça va juste être rendu efficace. Le fait que tu vas avoir un champ, que ta montre là, qui est captée. Google est en train de travailler avec une compagnie qui émet un verre de contact qu'avec les lampes de tes yeux, ils vont savoir ton taux de sucre en temps réel. Oh, wow. Tu as des montres qui vont être capables de contrôler ton taux de sucre en temps réel, qui vont pouvoir regarder ton pouls, vont pouvoir regarder ta fréquence. Tu as des exoskins, si tu regardes la compagnie Exoskin, ils savent tout ton système respiratoire. Comme la santé connectée, on va tout savoir. Là. Mais qui va lire cette information-là? Ça va être une infirmière. Moi, je le sais que dans le futur moyen, puis ça fait comme déjà deux ans que j'en parle aux infirmières, je dis préparez-vous. ADT de la santé, là, ça s'en vient, moi je l'appelle comme ça. ADT, c'est le système d'alarme. Là. Mais ADT de la santé, c'est que tu auras des infirmières qui vont être connectées. Puis moi, en ce moment, je recherche, c'est quelqu'un qui écoute ça, là, puis qui connaît une compagnie qui est capable de se connecter avec beaucoup d'outils de santé connectés. Donc, ça veut dire, il y a des compagnies qui se focalisent, ils ont leurs propres outils de santé connectés avec leur propre plateforme. Moi, je cherche une plateforme qui se connecte avec plus de plateformes. Si quelqu'un connaît ça et qui entend ça, faites-moi savoir. Tu pourrais mettre mon link en bas parce que je le cherche vraiment. OK, c'est intéressant. L'idée, c'est que tu auras des compagnies, disons TELUS là, qui contrôlent le 5G, ils ont investi à fond. Les gens ne savent pas que TELUS a une grosse division qui s'appelle TELUS Santé. Comme ils détiennent peut-être 70% ou plus de tous les dossiers médico-électroniques, 99% des dossiers électroniques des pharmacies. Ils détiennent les relations de underwriting pour faire les réclamations d'assurance. C'est eux qui contrôlent ça au Canada. Ils contrôlent tout le système de santé au Canada électronique. Là. C'est fou. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent le 5G aussi. C'est pas compliqué. Oh, wow, OK. Puis quand tu contrôles le 5G et que tu es capable d'avoir toutes ces informations, big data sur tout le monde, du point de vue macro, c'est super bon pour eux. Mais du point de vue micro, puis que tu as une infirmière de famille qui a tous ses patients puis qui reçoit toutes les datas, puis là, hey, toi, là, ça fait 3 mois que je ne t'ai pas vu, mais pourquoi ton sucre a monté comme un spike puis j'ai une alarme qui m'est rentrée? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu es correct? Right? Je te donne un autre exemple. Encore une fois, TELUS ont acheté une compagnie qui ont des dispiles électroniques. Okay? Tu sais, des médicaments, les médecins dans des piluliers. Ouais. Mais là, c'est des piluliers parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent avec la case, puis là, ils prennent la mauvaise pilule au mauvais moment, c'est problématique. Ils ont créé des piluliers électroniques. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Première chose, c'est que ça va te mettre une couleur là, pour savoir quelle case il faut que tu ouvres. La deuxième chose, c'est que ça va te faire un reminder. Tu vas recevoir un message. Right? Donc là, ton message va dire il faut que c'est le temps de prendre tes pilules parce qu'il ne faut pas que tu oublies. Donc là, ça te fait un message il faut se prendre tes pilules. Puis le système le sait si tu les as pas pris. Donc, si tu les as pas pris, il te renvoie un message. C'est juste pour que tu te rappelles de prendre tes médicaments. Okay? Regarde un scénario, exemple fictif. Okay? Ma mère, elle a de l'ostéoporose. Ses os sont fragiles. Puis son pilulier sonne. Okay? Si moi, je reçois le message comme backup qui dit ta mère a pris ses pilules,
Oh, Moi, je peux imaginer qu'elle est tombée dans sa douche puis s'est cassé un os. oh, Puis là, je suis en train je suis dans le podcast en ce moment, je reçois un message, c'est ça, je ne puis... l'ai pas pris, je m'excuse. Je ne l'ai pas pris. Je regarde ça, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? OK, il faut que je m'en aille tout de suite, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Right? Ouais, Elle n'a exactement. pas pris ses pilules, c'est pas normal. ADT de la santé. C'est pas moi qui Ça, reçois le c'est... message. L'infirmière reçoit un message, ou mon centre reçoit le message. Elle rappelle le téléphone de ma mère. Hey, ça va bien, oui, tout est correct. Oui, parfait, je reçois un message texte. Finalement, je parlais avec ta mère, elle était aux toilettes, elle n'a pas vu le temps qu'elle termine, whatever. Tout est cool. Mais s'il y avait quelque chose, l'infirmière a été au courant. S'il y a quelque chose qui se passe au sucre pendant que. Tu sais, on voit un médecin en janvier, puis après, on le voit dans 6 mois. Mais pendant toutes les temps du milieu, là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Nous, on a un programme de prévention cardiovasculaire avec un algorithme qui fait des décisions algorithmiques qui est plus efficace pour qu'on ait les meilleures valeurs de suivi pour les patients. Okay? Ça, c'est une autre conversation. Mais le point, c'est que le premier patient qui est venu dans le programme, il avait vu son médecin en janvier. Puis il devait le voir en juin. Mais là, il a voulu participer à notre programme de prévention. Donc là, il est venu faire sa visite. Puis quand on a fait son suivi, on a fait son pouls était à 27 puis il était irrégulier. C'est-à-dire que le gars, il était vraiment pas en shape. Là. Il aurait pu tomber comme ça. Mais il n'avait pas fait son suivi de prévention. Puis pourtant, en janvier, il était correct. Donc mon point, c'est que si nous, on n'avait pas une visite par chance en mars, on n'aurait pas catché ça. Puis ça, c'était un nouveau client, puis il aurait été trop tard en juin. Right? Puis ça, c'est parce qu'il y a une visite comme par chance. Tout était cancellé. Il a dit, je vais venir quand même. Puis on lui a dit, pas de problème, on est déjà là, viens-t'en. Ce que je veux dire, c'est que si tu avais de la santé connectée, avec ADT de la santé, la personne aurait probablement un appareil qui aurait pu détecter ce genre de trucs. L'infirmière aurait une alarme sur son ordi. L'infirmière aurait fait, hey, ça, c'est pas correct. On va appeler le patient. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste te dire que c'est ça qui se passe. Je pense qu'il faut que tu ailles voir ton médecin de façon urgente parce que on va le savoir tout de suite. Ça va être simple de faire la prévention. Puis tu sais qui est le plus encouragé à faire ça? Non seulement c'est bon pour les patients, les compagnies d'assurance, ils vont endosser ça, c'est sûr, parce que ça va leur faire sauver des sous à fond. Mais en même temps, ça va sauver des sous à fond. Pourquoi tu penses que TELUS a, moi c'est mon feeling, qui ont le 5G, qui ont toute la relation avec les compagnies d'assurance, puis qui vont faire des santé connectées à fond. C'est pas compliqué, là. Ça, c'est ma perception de leur stratégie, right? C'est une bonne action à acheter pour ceux qui veulent investir. Moi, je pense que c'est une... Je ne veux pas faire des claims de business, là, mais je crois que c'est une bonne action à acheter. Parenthèse. Pour les infirmières seulement que je dis ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais je ne sais pas des claims, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais c'est vrai, tu comprends ce que je veux dire? Donc, le point, c'est que le ADT de la santé, c'est le futur. Là. C'est sûr que ça va se faire. Donc, quand le monde va faire ça, bien, la prévention, ça va devenir second nature. Maintenant, est-ce qu'on va faire les prises de sang toujours avec le sucre dans le bras? Ça va changer, que ça va être rendu comme la fille qui a foiré là, avec ses 9 milliards de dollars. Mais un jour, ça va arriver ça aussi. Right? Le point, c'est que les infirmières et les auxiliaires vont avoir tout le temps plus de valeur. Parce que rien contre les médecins, là, comment ça s'appelle? AI Fred qui font ça pour la psychiatrie ou Prevention Technology qui font ça pour les maladies chroniques. Les algorithmes de AI vont faire les décisions algorithmiques beaucoup plus efficacement que n'importe quel médecin. Puis les médecins vont pouvoir être là pour des choses beaucoup plus complexes, ce qui va être pertinent. Mais pour les suivis de prévention, ça va être moins pertinent. Puis c'est correct, parce que les médecins, on a besoin d'eux pour des trucs plus complexes. Donc, le point, c'est qui va faire ça? Les infirmières. Donc, ça, c'est ma perception. Ça veut dire que c'est ça qui va se passer, mais j'ai l'impression que c'est ça. Donc, encore une fois, le rôle est comme drastiquement important. Damn. Hey, JP, c'est fou. Puis c'est pour ça aussi que, comme je t'ai introduit comme étant une personne brillante, parce que tout ce que tu viens de voir vraiment que tu as vraiment tes valeurs dans les bonnes directions, tu sais. Pour tout le monde qui a écouté, je fais un petit rappel ici, vraiment écouter, vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de relations, la relation dans l'entrepreneuriat, faire la prévention dans tout ce qu'on fait. Pour les infirmières, on vous donne des conseils vraiment de qu'est-ce qui peut être fait et amélioré vraiment si vous voulez le lancer sur un side job, un side hustle, sinon peut-être temps plein. Il y a des opportunités pour JP et la personne ici qui va pouvoir vous aider. Sinon, entre autres, je pense qu'on va pouvoir vraiment construire beaucoup sur toute cette information-là. Mais sinon, regarde, ça a été un plaisir de t'avoir. Il y a beaucoup de trucs qu'on a touchés, puis c'est sûr qu'il en faut d'autres, puis on va pouvoir discuter ça. Sinon, Jean-Pierre, Sabah Faki, Medi Alpha, je vous remercie encore une fois. J'espère que vous avez bien apprécié l'information. C'est très vraiment orienté, vraiment éducation, santé. Mais on veut vraiment amener vraiment ce côté-là, ce secteur-là que
moi, me tient à cœur. Comme vous pouvez le voir, JP, lui, il l'a à cœur. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi, JP. N'oubliez pas de like la vidéo, de share la vidéo. Yellow Seat, inscrivez-vous sur YouTube, vous savez déjà.